Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agirc-Arrco, un acronyme que les salariés du privé connaissent bien. Cette caisse verse une pension complémentaire à 13 millions de retraités. Les négociations se sont achevées cette nuit sur une bonne nouvelle. Barthélémy Philippe, son montant sera revalorisé de 4,9% au 1er novembre prochain. Oui, et pourtant c'était loin d'être gagné, d'autant que le patronat envisageait d'abord une revalorisation nettement inférieure, mais les partenaires sociaux se sont finalement accordés sur un chiffre au niveau de l'inflation. Conséquence, les retraites complémentaires augmentent presque autant que celles du régime général, plus 5,2% à partir du 1er janvier 2024. Grâce à cette double revalorisation, les retraités évitent que leur pouvoir d'achat soit grignoté par l'inflation. La décision de l'Agirc-Arrco intervient dans un contexte de tension entre les gestionnaires du régime et le gouvernement. Ce dernier veut ponctionner 1 à 3 milliards d'euros par an dans les réserves de la complémentaire, mais patronat et syndicats ont fait front commun pour refuser cette ponction, même s'ils envisagent des mesures de solidarité interne à destination des petits pensionnés du régime complémentaire. Toutefois, le gouvernement peut toujours décider unilatéralement de ponctionner la complémentaire en passant par un amendement au budget de la sécurité sociale. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Tiens, on va rester avec l'Agirc-Arrco. Les partenaires sociaux se sont également mis d'accord cette nuit pour mettre fin au malus. Cette décote temporaire de 10% sera progressivement supprimée entre le 1er décembre et le mois d'avril prochain. Coup de massue pour les salariés français de l'équipementier automobile Marelli. Il annonce la fermeture de 2 usines début 2024, Argentan et Saint-Julien-du-Sault. Près de 300 emplois sont menacés. 7h03 sur Europe 1, réformer les institutions pour résoudre la crise démocratique française. Emmanuel Macron fait un pas vers un élargissement du recours au référendum. C'est la principale annonce du chef de l'État hier. Cet élargissement concernerait des questions de société comme l'immigration par exemple. Il a également défendu l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, le statut de la Corse et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Jacques Serret, le président réformiste, fait preuve pour une fois d'une étonnante prudence. Oui, Emmanuel Macron propose, mais n'impose pas, dixit son entourage. Ses déclarations sur la Constitution ne sont donc pas des engagements, mais plutôt des pistes qu'il compte soumettre aux représentants des partis politiques lors des prochaines rencontres de Saint-Denis prévues à la fin du mois. Et les chances que ces réformes se concrétisent sont faibles, car sur le projet de référendum sur l'immigration, la majorité présidentielle est divisée et les Républicains qui dominent le Sénat veulent faire passer le droit national avant les engagements européens, ce qui n'est pas du tout la ligne d'Emmanuel Macron. Quant au référendum d'initiative partagée, le RIP. Si le chef de l'État se dit favorable à une mise en œuvre plus simple, il précise aussi que ce RIP ne pourra pas revenir sur une loi déjà votée au Parlement. Autrement dit, même en simplifiant ces procédures, ce référendum ne pourrait pas permettre d'annuler une réforme telle que celle des retraites. Même sur ce point, les voix de la gauche sont donc loin d'être assurées, alors que le président le sait, pour que toutes ces annonces voient le jour, elles doivent obtenir l'aval de l'Assemblée, du Sénat et les 3/5 d'un congrès qu'il faudrait organiser à Versailles. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le chef de l'État qui est attendu aujourd'hui à Grenade en Espagne pour le sommet de la communauté politique européenne. Les discussions porteront notamment sur la crise migratoire que traverse l'Europe. On en a tant besoin des enseignants, des professeurs, et ça ne fait pourtant pas rêver les jeunes. Et cette journée mondiale des enseignants sera peut-être l'occasion de susciter quelques vocations. La pénurie est réelle, on le sait, plus de 3000 postes non pourvus cette année. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, compte bien redonner l'envie d'avoir envie d'enseigner. Discours à 11h ce matin sur l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Oui, mais ce n'est pas vraiment le souhait des lycéens qu'a rencontré Louis Salé. Écoutez-les. C'est un métier tellement compliqué qu'ils font, c'est pas vraiment la chose que j'ai envie de faire en fait. C'est un métier qui reste quand même répétitif et qui demande une énorme charge de travail. On est payé pour 35 heures par semaine, mais en réalité on travaille beaucoup plus en dehors de l'école, etc. Vu leur rémunération, c'est pas possible parce que je veux bien gagner ma vie. Mais moi j'adore le sport, donc prof de sport ça pourrait potentiellement intéresser parce que ça peut nous faire partager une passion avec des élèves et donner envie à des élèves derrière de travailler dans le monde du sport. Mais comme les rémunérations sont très très faibles, ça donne vraiment pas envie d'être prof, quoi. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de jeunes, quand on est vraiment en école primaire, de se dire ah là là je vais être maître d'école, maîtresse. Et après en fait on se rend compte parce que nous aussi on agit un peu comme des débiles en fait en classe et on se rend compte que en fait on n'aimerait pas vivre ça. Et puis c'est hyper compliqué de pouvoir garder son calme parfois face à une classe agitée ou des trucs comme ça et moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Puis je pense qu'il faut avoir une vocation et en tout cas je n'ai pas la vocation d'être prof. Voilà. Un témoignage de lycéens pas vraiment emballés à l'idée d'embrasser la carrière d'enseignant au micro de Louis Salé, spécialiste éducation à Europe 1.
Il avait visé une proviseure de lycée de Mantes-la-Jolie avec un mortier d'artifice. L'auteur présumé du tir a été interpellé hier, 24 heures après les faits. Il s'agirait d'un élève de 17 ans récemment exclu de cet établissement de la région parisienne. L'Italie part en guerre contre l'inflation. Le gouvernement de Giorgia Meloni décrète le blocage des prix pour 1200 produits de première nécessité. La mesure déjà en vigueur est valable jusqu'à la fin de l'année. Les Italiens ne semblent pourtant pas très convaincus de son efficacité. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Milan, Antonino Galofaro. Bloqué? Mais quel prix bloqué? Roberto range ses courses dans le coffre de sa voiture. Non, il n'a vu aucun prix bloqué, sauf peut-être sur un produit. Ça baisse d'€1. Ça, c'est un sac de croquettes pour chien de 10 kilos. Mais dans ce magasin, aucun signe du panier aux couleurs du drapeau italien. Le logo symbole de l'initiative de Giorgia Meloni supposé être collé sur les produits concernés. Pourtant, ce commerce adhère bien à l'initiative du gouvernement. Alberto sort sur le parking, course en main. Je n'ai pas vu ces prix. Ils sont bloqués, mais de toute manière, ils augmenteront ailleurs. C'est toujours comme ça. Je n'ai plus confiance en ces initiatives. Où les Italiens ne trouvent pas les produits au prix bloqué, ou dans le pire des cas, ils n'en ont même pas entendu parler. Lucia, surprise, cherche les produits dans le prospectus du magasin. Super offre, non, mais il y a une page avec les prix réduits de ce mois. Ce sont en réalité les réductions normales du magasin qui entrent en collision avec l'initiative de Giorgia Meloni. Milan, Antonino Galofaro, Europe 1. Les sports, on a assisté à une déroute parisienne face à Newcastle en Ligue des Champions hier soir. Défaite 4-1 du PSG, Dimitri Vernet. Les Parisiens sont passés totalement à côté de leur sujet. Oui, tactiquement tout d'abord. Les Rouges et Bleus, positionnés avec 4 joueurs en attaque, se sont retrouvés pris au piège hier soir par les Anglais qui, avec beaucoup d'intensité, ont su maîtriser les 2 seuls milieux parisiens. Une composition bien trop offensive, quasi incohérente, qui explique en grande partie ce naufrage. Et ça, l'entraîneur parisien Luis Enrique en a bien conscience. Je suis le premier responsable de tout ce qui est arrivé à l'équipe. La défaite est juste, mais le résultat est un peu excessif. Alors oui, c'est un échec tactique, mais également technique et physique. Tous les joueurs semblaient complètement à côté de la plaque. Mbappé a été invisible. Des joueurs pourtant en forme en ce moment, comme Hakimi et Ugarte, n'ont pas existé. Ajoutez à cela des erreurs individuelles de Marquinhos et du gardien Donnarumma qui auront coûté 2 buts. Et voilà, vous avez la recette de ce fiasco. Une analyse partagée par l'unique buteur parisien de la soirée, Lucas Hernandez, au micro de nos confrères de Canal+. Ça nous a changé tout dès le début du match. La prochaine fois, rentrer dès le début avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus agressif. C'est la Ligue des Champions. Si on ne met pas le rythme, si on ne met pas l'impact sur le terrain, tu finis avec un résultat comme ça. Une claque 4-1 qui fait chuter le club de la capitale à la 2e place de ce groupe de la mort. Groupe de la mort, oui, puisque dans 20 jours, les Parisiens affronteront l'AC Milan. Et l'AC Milan qui a fait match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund hier soir, 0-0. Et donc Newcastle est premier du groupe. Premier du groupe, voilà. Newcastle. Voilà. Vous dites Lucas Hernandez. Je dis Lucas Hernandez. Il est français, c'est Lucas Hernandez. Voyons. Allez, c'est comme Roger Federer. Oui, également Roger, les Suisses, ils font ce qu'ils veulent. Merci Dimitri Vernet, merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Alors les salaires, figurez-vous, augmenteraient plus vite que les prix en ce moment. C'est ce qu'a dit Olivier Dussopt mardi sur Europe 1. Alors est-ce que c'est vrai ou faux? La vérification de Nicolas Bouzou.